Eh oui, ce sont toujours les mêmes qui sont au charbon pour faire tourner le pays pendant cette période de confinement. Les personnels soignants évidemment, mais aussi les caissières, les éboueurs, les policiers, les pompiers, les chauffeurs-livreurs et j'en passe, les agriculteurs, tiens, par exemple aussi. La France d'en bas, comme disait Édouard Balladur, la France de ceux qui ne sont rien, comme l'a dit un jour Emmanuel Macron. Et nous, on vous pose cette question dans Les Vraies Voix ce soir. La France tourne-t-elle aujourd'hui grâce aux gilets jaunes d'hier? Et on vous attend 0826 300 300. Et bien sûr, Alexandre de Moussac, bonsoir et merci d'être là, évidemment. Bonsoir à tout le monde. Les réseaux sociaux, ça donne quoi? Eh ben sur Twitter, on est à près de 70%. On a un internaute qui dit que c'est toute la France qui tourne aujourd'hui grâce à tout le monde. Et puis sur Facebook, on est à plus de 85%. On a Dadou qui dit un gilet jaune apparemment. Nous serons encore plus nombreux à la sortie. Ils peuvent commencer à serrer les fesses. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. C'est marrant parce que Benjamin Hamar de la CGT tout à l'heure, qui est donc à l'hôpital mais qui va sortir très vite maintenant après avoir subi cette saloperie de coronavirus, m'a dit à peu près la même chose tout à l'heure. Quand on va sortir, ils vont serrer les fesses. Donc voilà, on verra bien. Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP, est avec nous et auteur de l'Archipel français aux éditions du Seuil. Salut Jérôme, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Confiné chez vous, à Paris, dans la maison, dans l'appartement? Dans l'appartement à Paris, voilà. Ben voilà, c'est la vie, on fait avec, tout le monde est à la même enseigne. Et puis Dejan Terglaf est également avec nous, secrétaire général de la Fédération Grande Distribution de Force Ouvrière. Bonsoir et merci d'être avec nous, Dejan Terglaf, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Tout à fait, bonsoir à vous et très heureux d'être avec vous. Eh bien, écoutez, c'est réciproque. Et je vais commencer avec vous, tiens, Dejan Terglaf. Les caissières sont en première ligne, les agents de sécurité aussi dans la grande distribution. Vous êtes évidemment essentiel à l'activité du pays. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a eu des victimes du coronavirus dans la grande distribution, des malades, mais aussi des morts, malheureusement. On a un nouveau chiffre d'ailleurs sur le sujet. Est-ce qu'il y a des personnes malades en nombre dans la grande distribution aujourd'hui? D'autres victimes? Écoutez, on a beaucoup de mal à recenser puisque les enseignes ne nous les donnent pas, donc on passe par nos délégués de site. On est entre 10 et 20, certains disent 30, moi je suis arrivé à peu près 20%, mais c'est trop, même si aujourd'hui on est arrivé à imposer, je dis bien imposer les mesures de sécurité parce qu'au départ, la grande distribution dans son ensemble n'était pas vertueuse comme elle veut prétendre aujourd'hui et donc le contact de début, j'ai envie de dire, a été beaucoup plus grave que maintenant où les choses sont beaucoup plus régulées. En tout cas, moi, je suis allé faire mes courses, par exemple, ce matin. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les caissiers ont un masque. Il y a le plexiglas devant la caisse. Bon, est-ce que ça empêche réellement, effectivement, de contracter le coronavirus? Ça, je ne sais pas. En tout cas, si l'on en croit, évidemment, les médecins qui nous parlent des mesures barrières, on peut espérer, en tout cas, que ça aide, en tout cas, à gérer ce problème. Dites-moi, Dejan Terglaf, ces salariés essentiels au fonctionnement du pays, est-ce que ce sont, et c'est notre question, est-ce que ce sont les gilets jaunes d'hier pour vous? C'est très difficile à dire. C'est un peu symbolique, mais bon. Oui, mais si vous voulez, forcément, on doit rentrer dans cette catégorie parce que les salaires sont bas, parce qu'il y a du temps partiel, parce qu'on a beaucoup de femmes seules. Ce que je sais, moi, c'est qu'à l'époque, la plupart des caissières, si on parle d'elles, elles étaient au travail parce qu'elles n'avaient même pas les moyens, si elles voulaient participer à des manifestations d'hier, parce qu'il faut quand même nourrir la famille. Ce que je sais, c'est qu'elles peuvent épouser beaucoup la cause de certaines revendications. D'ailleurs, nous, organisations syndicales, ça fait des années qu'on dit qu'il faut augmenter les salaires. Mais bon, personne nous écoute. J'espère que dans l'après, sans serrer les fesses, on va y arriver. Mais si vous voulez, je pense que c'est plus mitigé que ça. Il y a une part qui était des sympathisants, d'autres qui ont participé, puis d'autres qui n'adhéraient pas du tout. Donc, c'est plus compliqué que ça. Oui. Enfin, en tout cas, c'est tous ces gens, c'est quand même des gens qui passaient devant nous, comme les éboueurs, on en parlera tout à l'heure, sans qu'on les regarde vraiment. On sait que ce sont des petits salaires et que ce sont pour la plupart des Français qui partageaient les revendications parce qu'ils avaient tout simplement envie de vivre mieux. C'est ça le sens même de la question aujourd'hui. Est-ce que vous craignez justement, Dejan Terglaf, que tout cela, c'est-à-dire aujourd'hui
on est en admiration presque devant les caissières, devant les éboueurs, etc. Est-ce que vous croyez que tout cela ne soit que passager et que cette reconnaissance ne dure pas éternellement, quoi? Moi, je le crois. Y compris de la part des politiques et du gouvernement, d'ailleurs, hein. Oui, je pense de la part de tout le monde, y compris des clients qui, aujourd'hui, l'exemple d'hier soir, on a beaucoup de mal à fermer nos magasins à 19h, les gens se bousculent, se battent avec les vigiles, ils ne comprennent pas que nos salariés ont besoin aussi de rentrer, se souffler un peu, de se laver, et que le simple fait de fermer, il n'y a plus d'applaudissements, il n'y a plus rien. Donc l'après, j'ai envie de vous dire, ce que j'espère moi, c'est que non seulement on va maintenir, j'ai envie de dire, le respect vis-à-vis de ces salariés qui normalement devraient être tout le temps, et pas les insultes ou certaines choses qu'on subit à longueur d'année, qu'on va pas les remplacer avec les caisses automatiques dès que la crise est finie. Par exemple, hein, c'est juste un détail, mais je suis sceptique moi sur tout ce qui est reconnaissance, parce qu'aujourd'hui on est devenu, comme vous l'avez dit, beaucoup trop, j'ai envie de dire, populaire, pour que demain ça perdure. Je ne vois pas les patrons... Philippe Binger. Ouais. Alors, Philippe Binger, quel est votre sentiment, vous? Alors, Christophe, moi, très rapidement, je voudrais dire, je vois ça à 3 niveaux. D'abord, la menace de l'infection et malheureusement sa réalité ont, d'une certaine manière, rassemblé la France, sont mis en lumière les prétendus importants comme les modestes. Premier point. Le deuxième, et vous avez raison, je suis en plein dans notre interrogation, il y a des gens qui aujourd'hui occupent des fonctions essentielles, considérées absurdement comme dégradantes ou minimières, qui sont mis en pleine lumière et à l'égard desquels on a une reconnaissance infinie. Et le dernier point, et là je ne suis peut-être pas en accord avec notre dernier intervenant, je crois beaucoup que lorsque le coronavirus sera combattu et vaincu, eh bien, on se retrouvera peut-être dans la métaphore d'un ancien essayiste Saint-Simon qui disait on éliminerait tous les politiques et on garderait les salariés et les industriels, la France irait bien, aussi bien et même mieux. Est-ce que peut-être dans l'avenir, on n'aura pas une nouvelle hiérarchie des fonctions sociales en mettant en avant ceux qui sont fondamentaux pour notre vie collective, peut-être au détriment, injustement sans doute, de ceux qui dirigent? Ouais, je sais pas si, j'espère, hein, ce que vous dites, si ça se réalise, c'est formidable, mais malheureusement, on connaît très bien l'être humain et sa capacité justement à se régénérer dans le mauvais sens du terme. Donc moi, je suis beaucoup plus inquiet que vous par rapport à ça. Jérôme Fourquet de l'IFOP qui est avec nous, avec Chloé Morin de la Fondation Jean Jaurès, qui a travaillé également d'ailleurs avec le Premier ministre, vous avez mené une étude qui établit le parallèle justement entre les gilets jaunes et les petites mains qui permettent aujourd'hui aux élites, comme nous, hein, j'ai envie de dire, parce que nous ça va, on est quand même assez tranquille, on travaille à la maison, on fait de la radio depuis chez nous, on peut pas se plaindre, et j'ai envie de dire, qui permettent donc à un certain nombre de gens d'être confortablement installés chez elles. C'est un parallèle qui tient la route? Alors, oui, sinon on n'aurait pas fait ce travail. Après, je suis d'accord avec ce que vous avez constaté, quoi, je veux dire. Mais alors, je suis d'accord avec le représentant de Force ouvrière. Il n'y a pas superposition pure et parfaite, bien évidemment. On a des gens qui aujourd'hui sont en première ligne, comme on dit, qui sont les fameux premiers de tranchée, qui sont là au quotidien. Sur leur poste de travail, alors dans la grande distribution, mais aussi à l'hôpital, pour ramasser des ordures, etc., etc. Tous n'étaient pas bien évidemment gilets jaunes ou sympathisants gilets jaunes pendant cette crise. Et inversement, on a aussi des gens qui ont tenu les ronds-points qui aujourd'hui sont sans doute parmi un certain nombre à être parmi les fameux 7 millions de salariés qui sont aujourd'hui en chômage partiel, par exemple. Mais dans les deux cas de figure, c'est deux crises de nature différente, une crise sociale et politique d'un côté, une crise sanitaire de l'autre. Dans les deux cas, on a eu une mise en lumière de ce qu'on pourrait appeler la France du back-office, ou la France des soutiers de la machine, ceux qui sont sous le capot, ceux qui sont sous les radars, et qui font tourner la machine, et qui sont frappés souvent d'invisibilité sociale et symbolique. Et donc, vous rappelez cette géniale trouvaille du gilet jaune. Le gilet jaune, dans la terminologie administrative, ça s'appelle un vêtement de haute visibilité.
Hein, c'est quand même génial. Et donc, c'est donc ces invisibles qui avaient revêtu la tenue de lumière pour se rendre visibles à l'ensemble de la société. Là, quelque part, ce qu'on est en train de vivre, c'est la même chose, même si les deux catégories de population ne sont pas exactement identiques. Après, la question qui se pose, et ça a été l'interrogation des deux intervenants précédents, c'est qu'est-ce qu'il va rester de tout cela, de ce moment un peu très particulier que nous sommes en train de vivre? C'est une vraie question. Rappelons-nous les applaudissements qui saluaient chaque intervention ou sortie de policiers quelques semaines après Charlie Hebdo, et rappelons-nous comment ensuite, ne serait-ce que 1 ou 2 ans plus tard, les policiers ont été traités dans certaines manifestations. Ah bah oui. Donc tout ça pendant est très cette crise réversible. de gilets jaunes notamment. Tout ça est très réversible, et il y a l'interrogation sur la grande distribution est tout à fait fondée, parce que un peu comme quand l'ancienne ministre de la Santé a parlé d'un tsunami qui s'était abattu sur le pays, qui avait déferlé, eh bien, on a beaucoup de Français qui sont en train de se dire, c'est un peu comme quand le tsunami commence à reculer, quand la mer se retire, on voit l'ampleur des dégâts, et là, les dégâts, ils sont économiques et sociaux, que cette crise a provoqué. Et donc, au sortir de cette crise, au moment du déconfinement, on a toute une série de secteurs économiques qui seront aux abois, parce que le chiffre d'affaires aura été en berne, parce qu'il faudra relancer la machine, et donc on va chercher fatalement les gains de productivité à faire de la marge pour essayer de rattraper le temps perdu ou de boucher les trous qui auront été creusés dans cette période. Et donc dans ce cadre-là, il y aura notamment la question de l'automatisation à outrance d'un certain nombre de postes de travail pour essayer de gagner de la marge. Bon, en tout cas, on espère qu'il n'y aura pas des caisses automatiques, effectivement, dans les magasins à n'en plus finir, parce qu'on sait malheureusement, on nous disait c'est le sens de l'histoire. Enfin, s'il y avait que des caisses automatiques dans les magasins aujourd'hui, très honnêtement, je suis pas sûr que ça fonctionnerait très bien vu la situation. Il y a autre chose que vous mettez en lumière dans votre étude, Jérôme Fourquet de l'IFOP, que je trouve très intéressant, c'est que ce sont essentiellement des femmes qui sont au charbon aujourd'hui et qui nous donnent une leçon de courage en plus. Alors, on a beaucoup de ces postes de travail. Alors, on peut penser bien évidemment au secteur hospitalier. On a beaucoup parlé aussi des hôtesses de caisse. On a beaucoup de ces emplois et pensons aussi au personnel des EHPAD, qui pour le coup était très présent dans le mouvement des Gilets jaunes. On a beaucoup de ces postes qui sont aujourd'hui tenus par les femmes. Alors là, on peut faire un autre parallèle historique, toutes choses étant égales par ailleurs, mais le président s'y est lui-même avancé, donc on va le suivre sur ce terrain-là. C'est ce qui s'est passé dans certains pays occidentaux pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Première, quand les femmes ont remplacé à la ferme ou à l'usine les maris et les hommes qui étaient partis sur le front. Donc là, on a un peu cette image-là aussi, et donc c'est personnel, souvent peu rémunéré. On a beaucoup de gens qui sont à temps partiel subi, qui sont sur des contrats parfois un peu complètement précaires et qui aujourd'hui sont à leur poste. En tout cas, ce qui est sûr, et c'est intéressant parce que ça montre déjà dans les informations que l'on a ce soir avec vous tous qui êtes autour de la table, et notamment de Yann Terglaf qui est avec nous de Force Ouvrière et qui représente évidemment les personnels de la grande distribution. On sent déjà effectivement qu'il y a des petits changements, c'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement on n'applaudit plus le soir à la fermeture des supermarchés pour les gens qui y sont. Au contraire, on se bat, comme il l'a dit, avec le vigile parce qu'on veut absolument rentrer alors que c'est l'heure de fermeture. On continue d'applaudir les personnels soignants parce que c'est pas très compliqué depuis sa fenêtre le soir de taper sur des casseroles. Mais jusqu'à quand ça va durer? Et puis surtout derrière, applaudir c'est bien, mais derrière il faut qu'il y ait des moyens et ça sera une autre histoire. On va poursuivre notre débat dans un instant évidemment dans les vraies voix. Les vraies voix. Les personnels soignants, les caissières, les éboueurs, les policiers, les pompiers, les chauffeurs-livreurs, les agriculteurs font tourner le pays, la France de ceux qui ne sont rien, comme l'avait dit un jour Emmanuel Macron. Eh bien, on vous pose cette question aujourd'hui dans les vraies voix. La France tourne-t-elle aujourd'hui justement grâce aux gilets jaunes d'hier? Et on vous attend au 0826 300 300 et bien sûr sur les réseaux sociaux, Alexandre de Moussac. Et bien sur les réseaux sociaux, sur Twitter, on a dépassé les 70% de oui et on approche même les 85% sur Facebook. Il vous reste encore du temps pour voter.
Absolument. Tiens, petite pensée également aux serveurs de cafés-restaurants qui sont au chômage technique, des prévisions qui commencent à sortir là, et j'ai lu par exemple qu'un café sur trois ne rouvrira probablement pas après la crise, et on pourrait avoir 1,5 million de chômeurs à la sortie de cette crise. Évidemment, ça va être très dur. Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, on vous accompagne, on est là. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Aujourd'hui, plus que jamais, Intermarché vous encourage à soutenir les éleveurs français en achetant du pavé de bœuf. Nous le rachetons au prix juste et le revendons en ce moment à prix coûtant dans nos magasins. Les éleveurs se mobilisent chaque jour pour approvisionner nos rayons. Mobilisons-nous pour eux. C'est aussi ça, faire ses courses de manière responsable et solidaire, chez Intermarché ou ailleurs. Intermarché, tous unis. Modalité sur intermarché.com. Je suis invité à un barbecue vegan. Au départ, je suis pas au courant que c'est vegan. Je commence à avoir des doutes au moment où on me dit Fabrice, tes courgettes bien cuites ou saignantes? Il y a pas de viande dans votre barbecue? Me dit si, parce que j'ai un délicieux saucisson de fenouil. Plus rien à perdre de Fabrice Eboué en exclusivité sur Prime Video. Qu'est-ce que j'étais nul moi au passé simple. Nous mangeâmes, nous regardâmes. Quand j'étais petit, je croyais que Jean-Claude Van Damme c'était un verre du premier groupe. Le One Man Show de Fabrice Eboué, à voir dès maintenant sur Prime Video. Chez Orange, les femmes et les hommes sont mobilisés pendant cette période particulièrement difficile pour vous garantir la meilleure connexion possible. C'est notre priorité, que vous puissiez échanger et communiquer avec ceux qui vous sont chers, travailler à domicile, mais aussi assurer l'éducation de vos enfants ou encore vous divertir. Pour cela, nos équipes partout en France veillent chaque jour sur nos réseaux et garantissent le bon fonctionnement des services essentiels au pays. Ce qui compte pour nous, c'est de tout faire pour que vous soyez bien chez vous. Restons chez nous. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Leclerc. Aujourd'hui, plus que jamais, nous défendons votre pouvoir d'achat. Depuis le début et jusqu'au terme du confinement, Leclerc s'engage à bloquer le prix de plus de 4000 produits marque repère parce que c'est important de pouvoir accéder chaque jour à une alimentation de qualité. On a tous un rôle à jouer. Vous pouvez compter sur nous. Leclerc. Voir liste disponible sur www.e.leclerc. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Nos cœurs éclatent à nos fenêtres, à se partager ce besoin d'essentiel. Et j'entends ces Voilà. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec Lara Fabian qui vient de faire cette chanson pour rendre hommage aux soignants, que l'on salue, tiens, au passage, s'ils écoutent Sud Radio. On est tous là et on vous accompagne, on débat également, Philippe Binger, Philippe David, Alexandre de Moussac, et ce débat, les personnels soignants, les caissières, les éboueurs, les policiers, les pompiers, les chauffeurs-livreurs, les agriculteurs et j'en passe, font tourner le pays, la France de ceux qui ne sont rien, comme l'avait dit Emmanuel Macron, et on vous pose cette question dans Les Vraies Voix, la France tourne-t-elle aujourd'hui grâce aux gilets jaunes d'hier? On vous attend au 0826 300 300 pour en parler, et bien sûr, les réseaux sociaux, Alex de Moussac. Eh bien Christophe, le oui continue à gagner du terrain, plus de 70% sur Twitter et on a atteint les 85% sur Facebook avec Nicolas, un gilet jaune de la première heure, qui nous dit pourquoi les gilets jaunes d'hier. Nicolas qui nous dit qu'il faut penser aux gilets jaunes qui vont arriver après la crise du coronavirus. Ah bah c'est possible, on verra bien, toujours avec nous en tout cas, Jérôme Fourquet de l'IFOP, directeur peut-être du département Opinion et Stratégie d'entreprise et auteur de l'Archipel français aux éditions du Seuil, très bon livre évidemment à lire absolument, tiens par exemple pendant ces jours-ci où on est chez soi, et puis on a également avec nous Yann Terglav qui est toujours là de Force Ouvrière et qui représente la grande distribution, et puis on accueille Serge Tavano, secrétaire général FSU de la métropole Marseille, qui représente en particulier les éboueurs ce soir. Serge Tavano, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Du soleil sur Marseille en ce moment, tout va bien malgré le confinement? Oui. Il fait très beau, mais toujours bien confiné, oui. Pas pour tout le monde d'ailleurs, les agents sont sur le terrain. Oui, ben encore heureux parce que sans eux, on serait quand même bien embêtés, il faut le dire. Tiens, dites-moi d'ailleurs, est-ce que les éboueurs, parce que j'ai vu que beaucoup d'éboueurs avaient des petits remerciements sur les poubelles quand ils arrivent, des dessins d'enfants, etc. C'est le cas du côté de Marseille ?
Oui, tout à fait, je le confirme. Oui, bien sûr, on a les mêmes ressentis. Les gens applaudissent les éboueurs, leur laissent des messages sur les containers, ou en tout cas certaines personnes leur disent à travers les fenêtres. Oui, c'est en tout cas un engouement qu'on voit au niveau des infirmières, qui est peut-être beaucoup moins présent pour les éboueurs, bien sûr, mais en tout cas qui sont en première ligne, bien sûr. Bon, en tout cas, ça fait chaud au cœur, c'est déjà pas mal. Serge Tavano, comment vous prenez justement, ou comment vous jugez ce changement de pied de la population? Parce que je vous demande ça parce que souvent, moi, il m'est arrivé, comme tout le monde, d'être en voiture le matin. Vous savez, quand vous partez travailler à 7h du matin, puis tout d'un coup, il y a un camion poubelle, et puis là, ça n'en finit plus, et vous ragez dans votre voiture, et il y a même des Français qui sortent de leur voiture, qui commencent à les insulter, etc. Et puis là, tout d'un coup, alors là, c'est fini. Là, évidemment, comme plus personne va travailler, ou pratiquement pas, bon, ben, il n'y a pas de problème derrière les camions poubelles, déjà, évidemment. Et puis alors, on dit, oh, mais c'est merveilleux qu'ils soient là, parce que s'ils n'étaient pas là, comment on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait de nos poubelles? Donc, ils sont extraordinaires. Comment vous jugez ce changement de pied? Non, mais écoutez, moi je pense que, en tout cas, cette crise remet, en perspective quels sont les métiers sur lesquels aujourd'hui on compte et sur lesquels on a besoin. Le service au public et en tout cas, à mon avis, quelque chose qui, est un point d'ancrage avec les gilets jaunes quelque part. C'est-à-dire le besoin de service public qu'ont crié les gilets jaunes à l'époque et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est les besoins de service public et les éboueurs en font partie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit du besoin vital de l'hygiène de nos rues. Et ceux qui sont en première ligne de l'hygiène vitale de nos rues, c'est les éboueurs. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on les voit. Et parce qu'il y a très peu de gens, il y en a quand même une certaine partie qui travaille encore aujourd'hui, mais en tout cas, ils en font partie. Ils font partie de cette chaîne ouvrière qui est là et qui défend le service. Et ça, le service public est en tout cas quelque chose d'important. Et je pense que cette crise, elle développe aussi d'autres choses, hein, comme la remise en cause économique du modèle dans lequel on est. Plus largement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, bien sûr, bien sûr. Dites-moi les salaires. Oui, les salaires, pardon, les salaires des éboueurs aujourd'hui, la moyenne, c'est quoi? Ça c'est quelque chose qui dépend d'où sont les éboueurs exactement et par quelle collectivité. Par exemple à Marseille. À Marseille, on peut dire que ça tourne entre 1200 et 1400 euros. Oui, c'est quand même pas énorme. Non, mais bien sûr que non. Mais c'est ce que je vous disais. On est vraiment là. C'est vraiment la question qui est posée, c'est la réévaluation de l'échelle des métiers. Ça veut dire aujourd'hui, alors c'est sûr que j'oppose pas les deux, mais quand même, entre quelqu'un qui travaille à la bourse et quelqu'un qui ramasse les ordures, on voit bien quand même qu'aujourd'hui, on a quand même plus besoin de certains que d'autres. Donc c'est vrai que les vraies questions qui seront posées demain, ça sera quand même, qu'est-ce qu'on fait pour le service public et pour le service à la population ? À force de mettre le moins d'argent possible. Est-ce que vous craignez justement que ça reparte comme en 14, si je puis dire? C'est-à-dire que la crise oubliée, on se lave les mains et puis on repart de plus belle dans la politique qui a été menée pendant des années, depuis des décennies en France, ce néolibéralisme qui nous a amené à ce que l'on voit aujourd'hui, des hôpitaux où il n'y a pas assez de lits, où il n'y a pas assez de personnel, etc., par exemple. Non, mais bien sûr, mais vous avez complètement raison. C'est-à-dire, vous le voyez bien, je veux dire, la crise des gilets jaunes n'a fait qu'accentuer, c'est-à-dire qu'est-ce qui se bat à travers tout ça? Ça veut dire ce modèle économique dans lequel on est, qui donne le moins de pouvoir possible aux partenaires sociaux comme nous, font naître des secteurs comme les gilets jaunes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans les organisations et qui essayent de réagir elles aussi parce qu'elles n'en peuvent plus, parce qu'elles sont au bout du bout. Je veux dire, nous, les organisations, vous voyez bien que le gouvernement, il y a si peu, a enlevé les CHSCT. Les CHSCT, c'est là où on discute des vrais problèmes aujourd'hui du Covid-19. C'est des vrais problèmes dans le travail. Et ça, c'est des problèmes d'hygiène et de sécurité. Et on les a supprimés. Vous voyez bien quand même qu'on marche sur la tête. Ça veut dire que le gouvernement... Alors peut-être que Macron, justement, va devenir plus social, humaniste, comme l'espère par exemple Philippe Binger, parce qu'il y croit au changement de Macron. Donc est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois pas des masses. On vient de faire une grève dure sur les retraites, c'est pas pour rien. C'est parce que on estime... Philippe Binger, vous vouliez dire un mot?
Moi, Serge Savano, je pense, mais peut-être naïvement, qu'on a quitté le registre politique classique pour être contraint demain à une véritable révolution morale. Même si on n'était pas favorable aux Gilets jaunes, des gens équilibrés dans lesquels j'estimais me trouver ne méprisaient aucune des fonctions qui permettaient à la France de vivre, alors qu'on avait un pouvoir de droite ou de gauche qui avait tendance à mépriser moralement ces gens qui exerçaient des tâches capitales. Donc j'appellerais plutôt une révolution morale qu'un bouleversement politique. Non, vous avez raison, non mais bien sûr, mais moi je remets pas en cause votre attachement en tout cas à ces personnes et à nous, puisque moi j'en fais partie. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même j'espère que demain on repensera ce qui s'est passé dans cette crise et qui a été en première ligne. Mais croyez bien quand même que jusqu'à présent, ce qui nous mène à faire autant de grèves pour défendre des acquis sociaux bec et ongle, et les Gilets jaunes en font aussi partie, mais c'est quand même le même combat sur le pouvoir d'achat, c'est bien quand même qu'à un moment donné, on se pose des questions sur le demain, parce que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui est l'inverse de ce qu'il nous faudrait demain. Et c'est ça, la vraie problématique, elle est là. C'est quel est le modèle qu'on aura demain. Et ce modèle économique, qu'on le veuille ou non, ça sera quand même un modèle qui devra être social, économique et environnemental. C'est une vraie transition. C'est la triple transition. Allez, Philippe David et Alexandre de Moussac. Enfin, j'ai très peur que ceux qui nous servent aujourd'hui deviennent les dindons de la farce demain. Jérôme Fourquet parlait, par exemple, pour faire un maximum de marge de la grande distribution qui pourrait virer les caissières pour mettre des caisses automatiques. On peut continuer. Regardez l'état de l'industrie automobile. C'est déjà le cas. Regardez l'état de l'industrie automobile. On risque de ne pas couper à plusieurs fermetures d'usines en France à la fin du confinement. Ça va être terrible. C'est ceux qui sont toujours en bas de l'échelle qui payent à la puissance 10 les catastrophes qui arrivent dans un pays. C'est comme dans une guerre, hein. Il y a plus de deuxième classe et de première classe qui se font tuer que de généraux ou de colonels, même s'il y a beaucoup moins de généraux ou de colonels. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai très peur, très peur pour le contre-coup économique et financier qui va arriver. Là, j'ai très peur pour eux. Oui, Alexandre de Moussac. Non, je voulais dire une petite anecdote dont la France pourrait peut-être, dont on pourrait s'inspirer. C'est aux États-Unis, notamment à New York, les éboueurs et les éboueuses, là-bas, ils sont considérés comme de vrais héros parce qu'on estime que sans eux, New York n'aurait pas le prestige qu'il a. Et de la même manière qu'en France, parfois, on doit attendre 10 ans avant de devenir un vrai taxi, à New York, on doit attendre près de 10 ans pour devenir éboueur. Alors, il faut dire qu'il y a aussi un bon salaire à la clé, puisque là-bas, un éboueur gagne en début de carrière 27 000 € par an et ça monte même jusqu'à 56 000 € après 5 années d'activité. Et on se bouscule vraiment, mais il y a très peu de place puisqu'il n'y a que 500 postes qui se libèrent chaque année. Mais en tout cas, là-bas, ils sont vraiment considérés comme héros. On se rend compte de l'importance qu'ils ont. Voilà. Voilà, éclairage marrant. Vous avez raison, Alexandre de Moussac. Pourquoi pas. Après, les États-Unis, enfin New York, c'est cher comme ville. C'est plus cher que nos villes en France. Donc il faut la comparaison n'est pas forcément raison non plus. Tiens, une petite question. Alors à Serge Tavano et puis à Deyanne Terglaf, avant que je redonne la parole à Jérôme Fourquet. Est-ce que tous les deux vous croyez le docteur Raoult ou le professeur Raoult à Marseille? Est-ce que vous y croyez? Serge et puis Deyanne ensuite. Écoutez, moi je suis pas médecin, mais en tout cas, je suis aussi Marseillais, donc le but du jeu, c'est quand même. Ça c'est sûr. Il est chauvin. Non, mais écoutez, mais moi je pense que de toute façon, toutes ces personnes qui œuvrent pour essayer d'agir contre le Covid-19 doivent être entendues. Et je pense que le professeur Raoult est de toute façon partie prenante. C'est-à-dire, c'est quand même des gens qui sont assez humbles, à mon avis, face au Covid-19 et leur participation à essayer de faire au mieux. Moi j'ai confiance en lui comme aux autres, sincèrement, mais en tout cas, je ne passe pas aujourd'hui, je suis pas médecin pour dire si le professeur Raoult bien sûr, mais on peut avoir un avis, de Yann Terglaf. Moi je suis pour. Oui, écoutez, moi j'ai envie d'y croire, comme tout Français, je pense, qui a envie d'en finir avec cette saloperie. Je suis quand même prudent parce que je pense que dans la précipitation, il faut quand même faire attention. Je pense que si le président s'est déplacé hier, c'est que il le prend au sérieux quand même. Sinon, je vois pas, ça serait une sacrée mascarade. Mais je pense qu'il faut se donner quand même un peu de temps pour voir ce que ça donne, parce que au-delà de débat, je pense qu'il est nul quelque part parce qu'on n'en sait rien tous. Je vois un tas de débats. Je pense qu'il veut, en tout cas, faire
et bien faire, ça je pense que c'est certain. Est-ce que on peut le prendre sous contrôle médical? Je pense que oui. Et à mon avis, c'est la seule façon de le prendre, surtout pas de décider soi-même de le prendre pour être sauvé de oui, bien sûr. Mais si je vous demande ça, de Yann et puis Serge, c'est tout simplement Jérôme Fourquet, parce que beaucoup de personnes se revendiquant gilets jaunes ont tendance à croire le docteur Raoult, c'est ce qui ressort aussi de l'étude que vous avez menée. Alors oui, il y a plusieurs niveaux là aussi. Le premier, comme ça vient d'être rappelé, c'est que face à une catastrophe comme le coronavirus, il y a tout de suite un préjugé plutôt positif vis-à-vis de celui qui dit qu'il a une solution. Donc ça, il y a toujours un satisfecit ou un mouvement d'opinion qui va vers ça. Deuxième niveau, ce qui a été rappelé et souligné par notre ami marseillais, c'est qu'il y a aussi une forme de patriotisme local. On le voit dans nos enquêtes, il y a une cote de popularité qui est nettement plus forte dans le sud pour le professeur Raoult qu'ailleurs en France. Troisième niveau, et c'est en partie lié à ça, moi non plus je ne suis pas médecin, j'aurais bien tort de me prononcer sur le fond de l'affaire, mais ce qu'on constate, c'est que c'est noué autour de ce professeur une bataille d'opinion, et que ça dépasse les simples implications médicales, et qu'on rejoue quelque part aussi sur le même registre qu'avaient joué les Gilets jaunes, c'est-à-dire France d'en haut contre France d'en bas. Le professeur Raoult, avec son style bien à lui, son look vestimentaire, sa coupe de cheveux, sa façon de s'exprimer, le fait aussi qu'il mette en avant ses attaches marseillaises, tout ça parle à une partie de la France, et, comme par hasard, les gens avec qui il a eu maille à partir au début représentent un establishment parisien bureaucratique et technocratique, et donc derrière c'est tout Marseille ça, contre Paris, ou Paris contre Marseille, voilà. Mais c'est ça. Clou du spectacle, la solution qui est proposée par le professeur Raoult est une solution qui est peu onéreuse, et donc beaucoup de gens disent mais voilà, ça c'est quelqu'un qui est humble, qui a l'humilité, qui a mis les mains dans le cambouis et qui a trouvé une solution de bon sens et pratique. Donc c'est le bon sens contre les élucubrations sophistiquées de la technostructure qui nous ont mis dans le mur. Et donc il y a aussi ce combat-là qui se joue, et c'est pas pour rien qu'Emmanuel Macron est allé hier sur place pour essayer de désamorcer l'affaire, pour que ça reparte comme c'était parti il y a quelque temps déjà en France. Merci Jérôme Fourquet, et on parlera d'ailleurs de cette rencontre tout à l'heure. Tiens, ça sera dans notre deuxième débat juste après 18h dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci Serge Tavano à Marseille d'avoir été avec nous. Merci à Yann Terglaf également qui a représenté la grande distribution et les salariés de la grande distribution. À la fin de notre débat, Les Vraies Voix. Les personnels soignants, les caissières, les éboueurs, les policiers, les pompiers, les chauffeurs, livreurs et j'en passe font tourner le pays, la France de ceux qui ne sont rien, comme l'a dit un jour Emmanuel Macron. Alors on vous pose cette question dans Les Vraies Voix. La France tourne-t-elle aujourd'hui grâce aux gilets jaunes d'hier? Les réseaux sociaux, résultat, Alex de Moussac? Les auditeurs ont tranché, c'est un grand oui, 72% sur Twitter et 84% sur Facebook.